Je me présente, je suis Thierry Fabre de Challenge, très heureux d'animer cette table ronde sur le sujet européen. Alors, quelques mots d'introduction, avant de passer la parole à nos invités. Je crois qu'il faut juste, même si c'est beaucoup dans l'actualité, rappeler quelque chose de très désagréable sur l'Europe et quand même ne pas se voiler la face. On vit en Europe une crise sans doute historique. Faut juste se rappeler qu'il y a presque 2 ans, on a eu le Brexit, qu'on a plusieurs régimes populistes ou d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir en Europe et qui critiquent fondamentalement la construction européenne, en Italie, en Autriche, en République tchèque. Il faut se rappeler qu'en France, on a un président qui a été élu, qui est certes pro-européen, mais sur 11 candidats, on peut dire qu'il y en avait, 9 ou 10 anti-européens ou très critiques vis-à-vis de l'Europe. Donc le tableau est extrêmement sombre. On sent qu'il y a un désaveu démocratique. La construction européenne et les institutions européennes, la Commission est très critiquée, jugée très bureaucratique par les citoyens. Donc toutes ces questions, j'espère que nos intervenants vont y répondre parce qu'effectivement, on attend, et beaucoup attendent, un sursaut en Europe. Et pour démarrer, je vais passer la parole à Agnès Thibault, qui est donc la représentante de la Commission, attachée économique à Paris, qui doit vivre au quotidien ces critiques qui se multiplient. Et donc, on est très... on attend savoir quelles sont les réponses que vous préparez pour justement construire une Europe qui ne soit pas qu'une Europe économique. C'est le thème de la conférence. C'est souvent le sentiment qu'ont les citoyens. On ne parle que d'économie et de marché unique. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez prévu de faire concrètement pour essayer de relancer la construction européenne et de faire des choses concrètes pour les citoyens? Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir invité la Commission européenne. J'avoue que quand j'ai vu le titre de cette table ronde, quel chantier politique, économique, sociaux, éducatifs, environnementaux pour que l'Union européenne devienne plus qu'un espace économique, je me suis dit que ça devait ressembler à un sujet du bac. Bon, donc il va falloir un peu effectivement bachoter. Alors, je vous propose en fait d'aborder 3 points. Le premier, c'est finalement déjà assurer que l'Union est un espace économique. Elle n'est pas que ça, mais même si elle n'était que cela, c'est déjà une belle réussite et je vais y revenir. Deuxièmement, effectivement, l'UE est plus qu'un espace économique et l'UE agit aujourd'hui dans quasiment tous les domaines de politique publique. Et troisièmement, évidemment, il nous reste quand même beaucoup à faire. Il y a beaucoup de chantiers devant nous. Et je pourrais dire que si, globalement, et le gouverneur a expliqué, la situation économique de l'UE est plutôt bonne, même s'il y a un ensemble de risques, la situation politique, elle, est effectivement plutôt inquiétante. Alors, si je développe un peu chacun de ces points, oui, l'Europe économique, vous dire, c'est un succès. Et dans le fond, ce n'est pas qu'un succès économique, c'est aussi un succès de valeur, finalement. Le marché unique, c'est un espace de liberté. Liberté d'entreprendre, liberté de consommer, liberté de travailler, liberté aussi d'étudier ou de prendre sa retraite dans un autre État membre. Donc voilà, c'est vraiment cette liberté qu'il y a derrière le marché unique. Ces 4 libertés, vous le savez bien, circulation des biens, capitaux, services et des personnes, elles sont indissociables. Et c'est au cœur aujourd'hui de la négociation avec le Brexit. Et parce que globalement, le Brexit, c'était quoi? C'était rejeter notamment la libre circulation des personnes. L'UE à 27 a une position extrêmement ferme devant le Royaume-Uni qui est de dire ce n'est pas négociable, ce sont les 4 libertés ou rien. Donc, pour vous montrer à quel point c'est également un espace de valeur. Quelques mots peut-être sur la situation économique et budgétaire, donc globalement plutôt bonne, très bonne. Même en 2017, la croissance européenne était supérieure à celle des États-Unis, 2,4%. Nos prévisions pour 2018 et 2019, c'est toujours pour l'Europe une croissance supérieure à 2%, même si il y a des risques baissiers qui ont très très bien été abordés.
La situation budgétaire s'est énormément améliorée. Hein. Juste à la sortie de la crise, vous aviez 20 pays de l'Union européenne qui étaient en situation de déficit public excessif. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un pays dans la zone euro, hein, c'est l'Espagne. Et en moyenne, le déficit public est inférieur à 1%, il est à 0,9% dans la zone euro. Vous savez que depuis la crise économique et financière, il y a eu des réponses de politique économique. Hein. Effectivement, l'union économique et monétaire, comme ça vient d'être très bien expliqué par François Villeroy de Galhau, succès sur la partie monétaire, plus compliqué sur la partie d'union économique. Néanmoins, les réponses à la crise, elles ont été de plusieurs natures, et notamment la mise en place du semestre européen, terme un peu, enfin jargon, mais j'imagine que la plupart d'entre vous savent bien ce que c'est. C'est ce cycle de gouvernance économique qui fait qu'on regarde, la Commission examine de très près la situation économique de chaque pays, publie un rapport pays, hein, le dernier rapport sur la France a été publié début mars, et propose des recommandations de politique économique qui sont ensuite adoptées par le Conseil. Et ces recommandations de politique économique et sociale, elles sont aussi bien budgétaires que sur les réformes structurelles, économiques et sociales, parce qu'évidemment, enfin, l'économie européenne ira bien si, parce qu'évidemment on est dans une phase conjoncturelle bonne, mais si à l'avenir les pays mettent aussi en place les réformes structurelles nécessaires pour améliorer la compétitivité des économies. Mais évidemment, et ça a aussi été très bien expliqué, il y a encore d'autres choses à faire pour renforcer l'UE, et notamment la solidarité. Le mécanisme européen de stabilité qui a été mis en place au moment fort de la crise pour venir en aide à la Grèce, pour aider à financer les pays qui n'arrivaient pas à se financer sur les marchés financiers. C'est une situation un peu ultime. On se dit, est-ce qu'on peut mettre ou pas en place peut-être d'autres outils de solidarité? C'est effectivement l'idée qu'il y a derrière la proposition de budget zone euro du président français. Et la Commission, dans le cadre du futur budget de l'Union européenne, a aussi fait des propositions dans ce domaine-là. Mais l'Europe n'est pas qu'un espace économique et l'Europe agit dans tout un tas de domaines de politique publique. Je peux en citer vraiment beaucoup, social, environnemental, agriculture évidemment, recherche, numérique, fiscalité, justice, avec le mandat d'arrêt européen. Peut-être juste pour illustrer ça un peu plus précisément, deux exemples. L'Europe sociale, beaucoup disent qu'elle n'existe pas. Évidemment, si l'on compare le salaire bulgare et le salaire danois avec charge, on passe de 4 € par heure à 40 € par heure. Bon. On ne peut pas effectivement enfin, parler de rapprochement, d'harmonisation sociale et fiscale derrière avec des écarts aussi importants. Néanmoins, ça ne veut pas dire que l'Europe n'agit pas dans le domaine social. Et elle agit notamment pour favoriser la mobilité des travailleurs. Alors évidemment, il y a la directive détachement des travailleurs qui a été extrêmement critiquée, mais il faut voir qu'elle a été conçue en 1996, bien avant l'élargissement. Depuis, elle a été révisée avec évidemment un engagement très fort du président Macron l'année dernière, mais sur une proposition de la Commission européenne qui mettait en avant ce principe simple, même travail, même lieu, même salaire. Et c'est ce qui a été adopté. Peut-être important aussi, un autre exemple qui vraiment touche les jeunes, c'est la garantie pour la jeunesse. Hein. Et depuis 2013, en fait, hein, sur la base d'une recommandation européenne, chaque État membre s'est engagé à accompagner les jeunes qui étaient sans emploi, sans formation, à les accompagner et à essayer de leur trouver soit un emploi, soit une formation. Depuis 2014, 16 millions de jeunes ont été accompagnés. Hein, c'est quand même considérable. Un autre exemple, environnement-climat, enfin énergie-climat. Il y a 10 ans pile, en 2008, la Commission avait proposé les objectifs 20-20-20 d'ici 2020. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'était 20% de baisse de CO2 par rapport au niveau de 90, 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique
et 20% d'efficacité énergétique supplémentaire, toujours par rapport à 90. Eh bien, vous pouvez regarder les chiffres aujourd'hui. L'objectif de CO2 est déjà atteint. L'objectif de renouvelable, on a 17% en moyenne européenne. Il y a des objectifs très différents par État membre. Par exemple, la Suède, elle est déjà au-dessus de 50%. Elle s'est fixé un objectif de 50%. Elle est déjà au-dessus de 50%. C'est la part de l'énergie renouvelable dans son mix énergétique. La France, elle s'est fixé un objectif un peu supérieur à 20%. Elle s'est fixé un objectif de 23%. Pour l'instant, elle n'est qu'à 17%. Voilà, mais néanmoins, elle a également pas mal progressé. Je passe peut-être maintenant à un troisième point pour ne pas être trop longue. 3 minutes. Alors, il est clair qu'il reste beaucoup à faire. La Commission a proposé en mai dernier son projet de budget pour l'après 2020, c'est la période 2021-2027. C'est une réflexion à horizon de 10 ans, et donc il faut bien que l'on pense à des nouvelles priorités, à des nouvelles ambitions. On ne peut pas continuer à consacrer 70% du budget de l'UE à la PAC et à la politique de cohésion. Donc sans pour autant sacrifier ces politiques, il faut absolument libérer des ressources supplémentaires pour des investissements d'avenir. C'est ce que propose la Commission. Elle propose d'augmenter de 50% le budget recherche-innovation, de multiplier par 2 le budget Erasmus, qui, dans la période actuelle, bénéficie à 4 millions d'étudiants. Il devrait bénéficier à 12 millions, donc 3 fois plus, parce qu'il y aura aussi des modifications avec peut-être des projets plus courts et bénéficiant à plus aussi de personnes, dont des élèves. Ensuite, recherche, innovation, je vous ai dit, infrastructure, de réseau, environnement, climat, etc. Il faut aussi évidemment répondre mieux aux attentes des citoyens en matière de sécurité, contrôle de frontières, gestion de l'immigration. On voit bien que vraiment on est aujourd'hui en pleine crise politique, notamment effectivement à cause de la crise migratoire. C'est plus la crise migratoire d'aujourd'hui, parce que en fait la crise migratoire était là en 2015, où on avait 800 000 demandeurs d'asile, réfugiés syriens qui sont arrivés via notamment la Grèce. Aujourd'hui, on est à peu près à 30 000 après l'accord UE-Turquie. Mais bon, on voit bien qu'il va falloir apporter sans doute plus de moyens et plus de réponses, notamment aussi par un réseau plus important de gardes-frontières européens, et des moyens sont consacrés à cela. Si vous pouviez conclure, parce qu'on... Oui, il reste un dernier chantier et de taille, et ça a été pas mal abordé par le gouverneur, c'est celui qui permettra à l'UE de s'affirmer, de s'imposer davantage comme puissance mondiale face aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, ce qui signifie évidemment davantage d'indépendance sur le plan militaire, économique et financier, énergétique, et je ne vais pas détailler, mais la Commission a proposé un fonds européen pour la défense, et vous savez que la politique européenne de défense est totalement embryonnaire, mais aujourd'hui, il y a une véritable volonté aussi d'avancer dans ce domaine-là, essayer d'augmenter aussi les échanges en euros et plus d'indépendance énergétique. Pour conclure, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, fera son discours sur l'état de l'Union le 12 septembre, dans 15 jours. Je vous invite à l'écouter avec vos élèves. Il sera retransmis sur le site du Parlement européen. C'est toujours un temps fort de la politique européenne. Ce sera son dernier discours parce qu'il ne se représentera pas. Donc il donnera certainement sa vision pour que l'UE s'affirme et s'impose davantage dans le monde, tout en défendant des valeurs auxquelles il est viscéralement attaché. C'est les valeurs de solidarité et d'unité. Il avait déclaré dans un précédent discours: il n'y a pas assez d'union dans cette Europe, il n'y a pas assez d'Europe dans cette union. Donc l'enjeu, évidemment, pour nous, pour vous, c'est de faire comprendre aux jeunes à quel point, à l'approche des élections européennes, ils ont à gagner en votant, évidemment, pour la construction de l'Europe, et ne pas laisser la place à ceux qui veulent sa destruction. Je vous souhaite bon courage pour les inciter à le faire. Merci. Merci beaucoup. Alors, Philippe Aghion, je vais vous passer la parole. On a eu si vous pouvez passer le micro, on a eu le discours officiel de la Commission européenne, qui est intéressant parce qu'il met l'accent là où ça va
ça va bien, c'est-à-dire il y a eu quelques résultats. Les résultats en matière d'écologie, d'environnement, c'est vrai que c'est bien de les rappeler. Tout ne va pas mal en Europe, heureusement, mais tout de même, par rapport à la crise que j'expliquais tout à l'heure, on se pose la question de la relance de l'Europe. Alors vous êtes de grands économistes, professeur au Collège de France, à Harvard, vous êtes aussi proche d'Emmanuel Macron, donc à qui vous pouvez faire passer certaines idées. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça serait intéressant de détailler vos idées pour relancer ce projet européen? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Donc je prends acte de tout ce qui a été fait et réalisé, qui sont des choses considérables. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu un désamour disons des citoyens européens vis-à-vis de l'Europe et des institutions européennes. Et je crois que c'est dû en partie au fait que l'Europe n'a pas généré la prospérité espérée. Et on manque de projets qui font rêver, quoi. Voilà, il faut faire rêver, il faut donner envie, voilà. Il faut que l'Europe donne envie, quoi. Voilà. Et alors on peut se poser la question, pourquoi la croissance a été relativement, disons, faible en Europe par rapport aux États-Unis, par exemple, ou à d'autres pays développés. Alors, il y a eu différentes raisons qui ont été données. Le peu de réactivité au cycle macroéconomique. On a des politiques beaucoup plus contracycliques, budgétaires et monétaires. On avait, en tout cas, dans d'autres pays, et moins dans la zone euro ou en Europe. Deuxième chose, on a blâmé l'absence de réformes structurelles dans certains pays. Le fait qu'il y ait rigidité du marché du travail, rigidité du marché des biens et services, des rigidités administratives contre lesquelles nous, en France, on essaye de lutter. C'est très dur parce que, on parlera du CAP 22, on aurait pu faire une conférence là-dessus. C'est très, très symptomatique du mal qu'il y a à réformer l'État en France. Troisième chose, la gouvernance. Insuffisante coordination des politiques fiscales entre les pays de la zone euro, insuffisante mutualisation des risques. Donc il y a eu plusieurs comme ça responsables de l'absence de... Et alors l'idée était un peu de dire, ben voilà, on va faire des réformes structurelles en France. Voilà. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Allemands n'ont pas confiance en nous, parce que nous, on est parole, on dit plein de choses et on fait rien. Donc voilà, tout d'un coup, arrive Macron et on va faire des réformes structurelles. Amélie va nous aider, tout ça. Tous nos amis. Et on va faire des réformes structurelles. Et en échange de ça, eh bien, les Allemands, comme ils vont nous prendre au sérieux, ils vont dire, eh bien voilà, eh bien, on est prêt à davantage de flexibilité macroéconomique et on est prêt à aller plus loin dans l'intégration, dans une gouvernance intégrée et mutualisation des risques, etc. Et si vous voulez, quelque part, eh bien, en fait, ça ne marche pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce dialogue, ce pacte de croissance que moi j'espérais beaucoup, qui est de dire, nous on fait les réformes structurelles, nous montrer du côté allemand notamment que vous êtes prêts à être plus souple sur la macroéconomie, à aller plus loin sur la gouvernance, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Voilà. Et ça ne fonctionne pas vraiment comme ça parce que, en fait, si vous voulez, l'Allemagne, elle est quelque part plus ouverte à des projets, elle est prête à une Europe des projets, à des collaborations de projets avec nous, qu'à des changements de gouvernance. Je crois que j'ai l'impression, peut-être j'ai tort, quand on leur parle projet, ça les intéresse, quand on leur parle gouvernance, ils se bouchent un peu les oreilles. Voilà. Que ça vient de... Et moi, l'idée, c'est de dire, ben, écoutez, ben, voilà, prenons-les au mot, s'ils sont prêts à faire des projets, il peut y avoir des projets transformateurs qui peuvent aussi amener des changements de gouvernance. Mais prenons-les par le biais des projets. Voilà. Et prenons avantage du fait qu'en particulier, eh bien, suite au retrait américain avec l'administration Trump, le désengagement américain fait que l'Allemagne aujourd'hui est prête à s'engager davantage, à dépenser notamment dans le domaine de la défense et à faire des projets dans ce domaine. Eh bien, l'idée de dire, mais pourquoi pas prendre ça et aller par ce biais-là, faire des projets nouveaux ensemble et par ce biais, on induira des changements de gouvernance par les projets. Voilà l'idée que je veux pousser. Alors, juste pour mettre un peu dans le contexte, pour la défense, l'Europe doit prendre en charge sa défense dans un contexte marqué par le retrait US, le regain de tension en Europe, la pression aux frontières de l'Union. Elle doit faire face à des défis technologiques majeurs en même temps, compte tenu du gap avec les États-Unis et la montée de la Chine. Donc il y a d'un côté des besoins en matière de défense et de l'autre côté, on est moins bon en technologie de rupture que les autres. Eh bien, l'idée, c'est de combiner les deux. Alors, si on voit l'expérience, il y a eu des collaborations, des tentatives de collaboration en matière de recherche en Europe, mais elles ont pas été très loin. En gros, l'histoire est déjà longue des tentatives ratées pour une politique de défense européenne mieux articulée, et l'histoire est longue de tentatives de financement de recherche collaborative qui butent sur le saupoudrage, la capture bureaucratique et la fragmentation des efforts. Voilà. Alors, l'idée, là, c'est de dire faisons un DARPA européen, et pour que ça marche vraiment, commençons par le DARPA franco-allemand.
L'idée, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que le DARPA? Ben, le DARPA, c'est un mécanisme qui a été mis en place aux États-Unis, donc on lui donnerait un autre nom. Hein, c'est Defense, donc tout le American Advanced Research Project Agency, voilà. Ça, c'était le nom américain. L'idée, c'est de faire l'équivalent européen, si vous voulez. Et c'est pourquoi ils ont fait ça, les Américains. Ils ont fait ça, c'était pendant la période de la guerre froide, parce qu'il y avait des domaines importants, notamment pour la défense, où la recherche fondamentale avait été faite, mais on n'arrivait pas à passer du stade de la recherche fondamentale au stade du développement. On ne pouvait pas développer. Donc la recherche de base était faite. Ce n'est pas non plus de la recherche appliquée. Il y a une espèce de courbe en S, vous voyez, dans le développement de ces innovations. Et on était bloqué au départ du S, vous voyez. Et c'était ce qu'il y a au milieu, quoi. Et donc la technologie de base existait, mais elle demeurait embryonnaire, bien que le gain social de son exploitation soit considérable. Alors je ne veux pas rester trop longtemps, mais je veux juste expliquer un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un projet qui est DARPable? Eh bien, en gros, si vous voulez, Qu'est-ce qui faisait que ça bloquait? Qu'est-ce qui faisait que ça bloquait? Parce qu'il y a des domaines, par exemple les énergies renouvelables. Vous voyez, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas une bonne métrique pour mesurer le progrès vers la commercialisation. On ne sait pas faire. Deuxièmement, les ressources financières pour l'expérimentation sont insuffisantes. Mais également, l'expérimentation implique la coordination de plusieurs agents qui n'ont pas les mêmes incitations. Donc il y a ces sources de blocage. C'est ça qui fait que ces technologies de rupture, ils appellent ça les tough technologies aux États-Unis, ne peuvent pas décoller. Et l'idée, c'est de dire, en Europe, on va créer une structure qui va permettre l'éclosion de ces technologies de rupture. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'un projet DARPable? C'est possibilité d'organiser la recherche autour d'une mission claire, à mi-chemin entre le lab et l'application. Et il y a des frictions qui rendent difficile le financement et l'expérimentation de la technologie à plus grande échelle. C'est là qu'intervient le DARPA. Alors, le modèle aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? C'est une administration de mission détachée du cadre bureaucratique et hiérarchique du ministère de la Défense, mais qui est financée sur fonds défense. Aux États-Unis, c'est 3 milliards par an, d'accord? C'est opéré par des chefs de programme autonomes, recrutés pour 3 à 5 ans, en provenance du monde académique, du secteur privé ou du venture capital, pour définir et gérer des programmes avec une grande liberté d'action. Les chefs de programme peuvent organiser librement les collaborations entre des start-up, des chercheurs, des university labs et des grandes firmes industrielles, et ils jouissent d'une grande flexibilité dans le recrutement de leurs collaborateurs. Voilà. Et au bout de 5 ans, ils s'en vont, ils retournent dans leurs emplois d'origine ou ils passent à autre chose. Mais ils ne restent jamais plus que 3 à 5 ans. D'accord? Eh bien, aux États-Unis, c'est 3 milliards par an, répartis sur à peu près 100 programmes. Et DARPA, ça a été extraordinaire. Sans DARPA, vous n'auriez pas les GPS, vous n'auriez pas l'Internet, vous n'auriez pas la navigation autonome. Le laser, ça a été fondamental. Personal computer, ça a été fondamental. La transition énergétique là-bas, fondamental, le rôle des DARPA. D'accord? Du modèle DARPA. Alors, qu'est-ce que ça serait? Je ne veux pas rester trop longtemps. Une DARPA franco-allemande. Eh bien, l'avantage, c'est que ça se ferait sur budget défense. J'échappe au budget européen où il y a des négociations interminables et où j'ai les vétos. Et voilà, d'accord. Les projets seraient financés directement sur les budgets défense. Pour commencer, France-Allemagne, et après quelques autres, mais des pays, disons, qui mettent de la bonne volonté, hein, pas des casse-pieds, d'accord? Et l'argent de la défense est beaucoup plus discrétionnaire. On bâtirait une administration de mission légère, ne rendant compte qu'au sommet, moins de contraintes sur les choix de thèmes, car les besoins de la défense sont multiples et les technologies duales ouvrent à des applications civiles et militaires. On échapperait, j'ai pratiquement fini, à la logique du juste retour et à l'obsession du veto en sortant du budget européen et en commençant par du bilatéral franco-allemand. Et on aborderait la question de défense commune France-Allemagne par la bande. On éviterait les querelles sur les définitions de l'ennemi, la stratégie, les décisions d'intervention pour se consacrer sur la recherche et les innovations de rupture. Donc moi je pense que ça peut être quelque chose qui fait rêver, qui est un outil nouveau. On le ferait d'abord, je pense que c'est une opportunité à saisir pour relancer la dynamique européenne, faire rêver les gens, que l'Europe ce soit un objet de rêve et pas juste quelque chose d'ennuyeux et de rébarbatif, hein, et à travers un grand projet au départ franco-allemand. Et on peut imaginer que d'autres pays se joignent dans un second temps, mais sans retomber dans les rigidités qui ont fait échouer les tentatives précédentes. De grâce, plus les négociations sur le budget européen, les vétos, le juste retour, surtout on ne veut pas de ces gens-là. Voilà. Et c'est ça l'idée que je veux proposer. Voilà. Merci beaucoup. Je me dis que cette idée va prospérer peut-être. Et dans le débat sur l'Europe, dans l'année à venir, on va peut-être encore en entendre parler parce qu'effectivement, c'est concret et c'est novateur. Donc merci Philippe Aghion d'avoir apporté votre pierre. Alors, et ça fait aussi une excellente transition avec Lionel Suchet, puisque
un projet concret, c'est bien le spatial. Et celui-là, il existe depuis quelques années. Vous êtes directeur général délégué du CNES, et donc vous avez fait toute votre carrière, une bonne partie en tout cas, dans le spatial. Donc vous connaissez bien ce domaine, et vous allez nous expliquer si cette Europe spatiale, est-ce qu'elle existe vraiment ou pas? C'est un bon objet à analyser pour voir si on a avancé ou pas dans un domaine concret. Oui, alors merci. S'il y a des sujets où les projets ont fait évoluer la gouvernance, je crois qu'on peut citer un exemple, effectivement, le spatial aussi. Alors, l'espace, d'abord en 2 mots pour savoir de quoi on parle. D'abord, c'est un domaine technique très jeune, hein, 60 ans, qui s'est bâti sur des enjeux stratégiques très forts, des enjeux stratégiques étatiques. Les 2 piliers de toute agence spatiale, c'est la science et la défense, donc l'accès à la connaissance et la défense. Et ça s'est bâti d'abord là-dessus, et qui vit en ce moment une révolution sans précédent, parce que la révolution numérique associée aux données satellitaires qui sont de plus en plus nombreuses et variées, on mesure à peu près tout aujourd'hui depuis l'espace sur notre planète, et ce, avec une vision globale de la planète et pas simplement à certains endroits. Donc c'est une révolution majeure. Tout ça permet aujourd'hui de créer des services, d'utiliser ces données spatiales, non pas simplement pour la science pure ou la défense, mais aussi pour tous les domaines de l'économie aujourd'hui. Et donc on a une ouverture vers un autre enjeu stratégique très fort qui est l'enjeu économique, et donc les services pour tous les sujets. L'agriculture, on en parle beaucoup, mais la pêche, la santé, le tourisme, l'aménagement du territoire, tous les sujets aujourd'hui, et de plus en plus utilisent le spatial. Donc on enrichit un marché fermé, réservé à la défense, par un marché complètement ouvert et en pleine évolution, donc avec nouveaux enjeux, nouvelle compétitivité, nouveaux entrants, etc. Alors, les impacts de cette révolution sont déjà très très tangibles, hein, puisque on parle beaucoup de SpaceX et des lanceurs dans les médias, mais nos industriels sont en train de faire baisser le coût du gigabit par seconde, donc au niveau des télécommunications satellitaires, d'un facteur 100. Je ne sais pas si vous imaginez un domaine économique des promoteurs qui auraient des projets pour faire baisser le prix des maisons d'un facteur 100. C'est quand même assez incroyable. Pour l'observation de la Terre, c'est pareil, puisqu'on est plutôt sur un facteur 10 à 20 de baisse des satellites d'observation de la Terre, une baisse des coûts. Les agences spatiales, les pays qui s'intéressent de plus en plus et qui ont compris de plus en plus les enjeux du spatial, créer des agences spatiales, on est passé, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait à 4-5 dans le monde, et on avait fait le tour des pays travaillant sur le domaine spatial, si on compte l'Europe comme un pays. Aujourd'hui, on est plutôt à 40 à 50 agences spatiales dans le monde, donc on a une explosion des besoins du spatial, et puis des nouveaux entrants partout. Pour ne parler que de la France, il y a quelques années, on était, parce que le ticket d'entrée dans le spatial est relativement cher, donc on était à un nouvel entrant par tous les 3 ans à peu près au CNES, qu'on aidait à se monter. Aujourd'hui, on est à peu près à 10 nouveaux entrants par an, donc là aussi un facteur 30 grosso modo d'accélération. Donc, comment ça s'est passé, comment ça se passe en Europe? Alors, comme je l'ai dit, les enjeux stratégiques ont été vus très tôt. Et premier satellite donc, artificiel de la Terre, 57 avec Sputnik, dès 1961, le CNES, Centre national d'études spatiales, est créé. Et donc, rapidement, obtient des résultats, puisqu'on est chronologiquement la 3e puissance spatiale, puisque après l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis, on a envoyé dès 1965 notre propre satellite français avec notre propre lanceur, Véronique de son prénom, en 65. Et en parallèle, l'Europe réfléchit aussi à monter sa structure avec 6 pays qui sont à la tête de cette réflexion, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Et se crée donc en 64, donc peu de temps après la création du CNES finalement, 2 structures en Europe, l'ELDO pour les lanceurs et l'ESRO pour les satellites. Et là, c'est le premier exemple de coopération qu'il faut sans doute pas faire. C'est-à-dire qu'on s'est réparti les tâches, et puis au niveau européen, et puis 6 pays, puisqu'il fallait faire un lanceur, ils ont dit chacun va en faire un morceau, et c'est même pas caricatural. Le premier étage était fait par les Anglais, le 2e étage par les Français, le 3e étage par les Allemands. Au-dessus du lanceur, il fallait un satellite et une coiffe. Les Italiens ont dit on va le faire. Et puis il fallait des antennes pour communiquer avec le lanceur. Et ça, c'était les Belges et les Pays-Bas qui s'y sont mis. Donc les 6 pays avaient un morceau.
Ils ont fait leurs morceaux complètement indépendamment les uns des autres. Ils se voyaient de temps en temps, mais... Alors vous imaginez ce montage un peu à la Dubou, à la Shadok. Et évidemment, il y a eu 12 échecs retentissants de ce lanceur. Et voilà un cas où un projet a fait évoluer la gouvernance, puisqu'on s'est dit, ça c'est pas possible de travailler comme ça. Et donc en 1975, pour sortir la tête haute, on a dit que c'était une fusion de l'ELDO et de l'ESRO, mais en fait on a refondé le système. Et l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, a été fondée en 1975 sur un autre modèle, c'est-à-dire certes des participations de nombreux pays européens, mais autour d'une maîtrise d'ouvrage unique et autour de vrais projets qui marchent. Alors, je reviendrai sur l'ESA ensuite. L'Union européenne est venue beaucoup plus tardivement, puisque c'est uniquement au début des années 90 que, du fait de l'intérêt sociétal du spatial, l'Union européenne a lancé des grands projets, et notamment deux projets emblématiques que sont aujourd'hui Copernicus. Copernicus, c'est un projet de surveillance, enfin de monitoring de la Terre, d'observation de la Terre un peu dans toutes les fréquences et les longueurs d'onde, et puis Galileo, le GPS européen. Donc au service du citoyen européen, ces deux grands projets ont été lancés, mais c'est uniquement au traité de Lisbonne, donc en 2009, que l'Europe s'est dotée d'une compétence, une réelle compétence au niveau spatial, et donc le droit, quelque part, de lancer des programmes et de définir des programmes spatiaux et de gérer des programmes spatiaux. Donc aujourd'hui, on a ce triptyque au niveau européen. Les États membres, parce que les agences comme le CNES sont toujours bien présentes et jouent un rôle très important, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et puis la Commission et l'Union européenne. Alors, l'ESA a eu des succès énormes suite aux échecs de l'ELDO et de l'ESRO. Rapidement, il y a eu le succès d'Ariane, puisque Ariane 1 a été lancé en 1979, donc 4 ans après la fondation de l'ESA. Mais Ariane, sa maîtrise d'ouvrage était gérée par la France. Tous les pays participaient, mais Ariane a d'abord été conçu par le CNES. Space Lab, c'était le côté allemand de l'ESA, puisque c'était vol habité en coopération avec la NASA. Donc c'était un module qui volait sur la navette, et qui a été développé par l'ESA avec aussi un grand succès. Et puis, on connaît tous les succès d'aujourd'hui. Rosetta Philae, on s'est posé quand même sur une comète, un noyau de comète, personne ne l'a jamais fait, ce qui a valu quand même au passage les félicitations du Congrès au président de la NASA, parce que le Congrès américain ne pouvait pas imaginer que ce n'étaient pas les Américains qui s'étaient posés sur le noyau de la comète. Le président de la NASA de l'époque a dû répondre gentiment qu'il remerciait, mais ce n'était pas lui, quoi. Planck, avec la première lumière de l'univers, quand même, on a été les premiers en Europe à voir les premières lumières de l'univers, le moment où l'univers est devenu transparent. Huygens, on s'est posé sur Titan. Hubble en coopération avec la NASA. J'en passe, c'est des meilleurs. Le vol de Thomas Pesquet, on a tous entendu parler, mais ce qui se fait aujourd'hui sur l'ISS. Donc de grandes réussites au niveau de l'ESA. Alors comment ça marche? Alors l'ESA, c'est un club d'agences. C'est important parce que ce sont les agences spatiales qui pilotent l'ESA. Et donc ça permet d'avoir une grande complémentarité et pas des duplications ou des compétitions entre les agences, le CNES, l'ASI, la DLR au niveau européen, et puis l'ESA. Il y a certes une règle qui est un pays, une voix. Donc ça peut paraître un peu curieux vu les différences de budget, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que suivant les programmes ou les moments des programmes, ces votes se font à la majorité simple, ou la majorité des 2/3, ou la majorité des 2/3 participants, plus 2/3 des participations. Donc il y a un système de vote assez complexe. Alors il y a le principe du juste retour géographique. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est en question, et c'est-à-dire que quand un pays amène 1 euro à l'ESA, il faut qu'il récupère 1 euro d'activité chez lui. Donc c'est un bon moyen, et ça a été un très bon moyen pour faire participer, pour faire travailler les pays ensemble et faire participer les pays à l'effort de l'ESA. Évidemment, le rendement n'est pas de 1 et on a une perte en ligne, si bien que quand un pays met de l'argent sur un programme, même si chez lui, les industriels ne sont pas les mieux placés pour faire ce programme, il faut qu'ils puissent faire ce programme. Donc, il y a une certaine perte en rentabilité, mais en tout cas, ça fait que de nombreux pays ont participé à des projets et des programmes en commun. Il y a des programmes obligatoires, donc il y a des choses qui ne sont pas discutables. Quand on rentre à l'ESA, on doit participer évidemment au fonctionnement général de l'ESA, on doit participer aussi à son programme de R&T, donc toute la recherche amont, et on doit participer au programme scientifique, qui est un des fondements de l'ESA. Et puis il y a des programmes optionnels, les télécoms, l'observation de la Terre, les lanceurs, vient qui veut. Puis quand on décide de participer à un programme, on met de l'argent et on participe à ce programme.
Donc c'est un mécanisme très efficace pour faire travailler les pays ensemble, avec quelques limitations. Alors, comme je l'ai dit, les évolutions actuelles, les enjeux économiques et sociétaux sont de plus en plus forts. L'Union fait preuve d'un grand intérêt pour l'espace et rentre en force, puisque a déjà, comme je l'ai dit, 2 programmes emblématiques, et on a sur la table une proposition pour que sur le prochain horizon budgétaire, on ait 16 à 18 milliards d'euros de l'Union européenne sur les affaires spatiales. Mais les règles de l'Union ne sont pas les règles de l'ESA. Les membres de l'Union ne sont pas les membres de l'ESA. Donc tout ça est en réflexion, en gestation. Et puis le domaine évolue beaucoup, comme je l'ai dit, avec des choses qui doivent évoluer. L'enjeu pour nous, France, ça consiste à laisser jouer à l'Union européenne son rôle politique, qu'elle doit jouer dans le domaine spatial, en définissant les programmes, sans doute en ayant un rôle très important aussi sur les règles d'approvisionnement de ces programmes et la politique industrielle, et puis laisser à l'ESA le rôle technique et aux agences nationales le rôle technique et la maîtrise des programmes qu'elles savent faire. Donc le modèle est à renouveler parce que le monde spatial évolue beaucoup, mais cet exemple et cette histoire du spatial en Europe est quand même un modèle de success story au niveau européen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous donner un peu d'optimisme, parce que j'ai adoré votre histoire quand même, avec le démarrage assez caricatural, et donc on a réussi à s'améliorer, donc ça doit rendre optimiste aussi peut-être Philippe Aghion dans ses propositions, hein, donc c'est possible. Alors, Monsieur Pajot, merci de conclure cette table ronde. Alors vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, donc doyen du groupe Sciences et Technologies du vivant, de la santé et de la terre. Donc on aimerait savoir quelles sont à la fois vos idées et les projets que vous trouvez intéressants pour tout simplement développer la coopération concrète dans tout ce qui relève de l'éducation, de la science et de la technologie. Très bien, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais rester peut-être sur le côté optimiste européen dans la suite de mon voisin, parce que du point de vue éducatif, c'est un petit peu paradoxal de parler éducation et Europe, parce que les systèmes éducatifs sont une subsidiarité de l'ensemble des pays européens, c'est-à-dire que les pays européens ont conservé leur système éducatif, et c'est très sage de ne pas avoir cherché une convergence, parce que quand vous voyez l'histoire des systèmes éducatifs européens, et la France en est un peu archétypale, c'est souvent lié à la culture profonde, l'histoire des pays, etc., et une convergence aurait été impossible à obtenir. Pour illustrer ça peut-être pratiquement, si vous prenez par exemple l'ensemble des enseignants maltais, premier, second et supérieur, ils tiendraient dans cet amphi. C'est impossible à gérer en France, où avec plus de 800 000 personnels enseignants, il en faudrait beaucoup plus de la part de Polytechnique pour offrir un hébergement à l'ensemble des individus. C'est la même chose dans plein de domaines dans lesquels la structuration du premier, du second degré et du supérieur est différente. Et à un moment ou à un autre, ce qui est intéressant dans l'histoire de ce qu'a apporté l'Union européenne à cette réflexion, c'est peut-être 2 choses qui sont à voir positivement. C'est d'avoir un rôle d'expertise, parce que le fait que ce soit une subsidiarité n'a pas interdit à l'Union européenne, la Commission notamment, d'avoir un certain nombre de programmes de recherche, d'expertise autour de l'éducation, avec des fois des résultats extrêmement intéressants pour les enseignants qui sont français ou européens, pour tous qui sont présents. Par exemple, alors on a déjà cité, et on peut se féliciter du projet de développer Erasmus+, Erasmus où tous les programmes d'échange, à la fois des élèves, des enseignants, des cadres des systèmes éducatifs, a été quelque chose d'extrêmement intéressant. On a même des développements dans des films célèbres qui montrent l'intérêt pour la constitution d'une conscience européenne. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le fait qu'on puisse le développer dans les projets futurs de la Commission pour les ouvrir, notamment des élèves qui avaient très peu d'accès à aller dans les pays étrangers, on pense notamment les élèves de lycée professionnel, ceux de l'apprentissage, etc. C'est un point qui ne peut être que satisfaisant. Mais il y a aussi l'expertise en termes d'études des différents problèmes pédagogiques ou didactiques. Par exemple, l'Europe s'est beaucoup pensée sur la notion de compétences. Beaucoup de collègues hier, dans les différents ateliers, revenaient sur les compétences. Et en Europe, c'est pas simple, parce que déjà, il faut être d'accord sur les termes, entre les soft skills, les hard skills, les competencies, etc. Il faut déjà au moins 2 ou 3 ans de séminaire pour que tout le monde se mette d'accord à peu près sur le vocabulaire. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quand même lancer un certain nombre de programmes. Et le cadre européen sur les compétences clés en Europe a été un élément de réflexion extrêmement important pour tous les systèmes éducatifs, pour dire maintenant on a une réflexion commune, on peut stabiliser un certain nombre de choses. Et les systèmes éducatifs nationaux ont été invités à prendre en charge, ou pas, c'était leur volonté, mais de décliner éventuellement ce que l'Europe avait du point de vue
expertise mis en œuvre, ce qui était une réflexion que finalement chacun dans son précaré n'avait pas obligatoirement pu développer. Donc c'était un point de pouvoir, justement, sur une base de recherche européenne, de lancer un certain nombre de choses. De la même manière, l'Europe a toujours dans des choses très peu connues, y compris dans le monde éducatif, par exemple ces centres de recherche communs, dont les résultats ne sont pas toujours obligatoirement connus sur la place publique, ont des programmes de recherche sur, par exemple, des usages pédagogiques du numérique. Dans les classes, il y a le laboratoire de Séville, par exemple, développe des recherches en intelligence artificielle pour aider à l'évaluation des élèves, en disant comment rendre à l'enseignant un rôle central justement de coordination des apprentissages des élèves servi par une évaluation qui est facilitée par la mise en place de l'intelligence artificielle qui permettra d'identifier chez les élèves les points de blocage, les convergences. Donc là on a aussi un passage, c'est dans la logique de l'évasion, d'une recherche fondamentale à une recherche extrêmement appliquée dans un domaine clé. On voit d'ailleurs dans ce cas-là, de toute façon les pays européens ont tous quand même des systèmes éducatifs de grande qualité globalement et que ça pourrait être un point de politique européenne de porter vers le monde extérieur, y compris notre expertise pédagogique qui devient quelque chose de plus en plus crucial sans doute pour le développement des autres pays au XXIe siècle. Et puis il y a peut-être plus, je vais prendre des exemples extrêmement, des focales extrêmement courtes, mais d'exemples de choses qui ont aussi de remarquables succès. Je voudrais citer, certains connaissent peut-être le programme eTwinning. C'est un programme porté par la Commission depuis de nombreuses années, fait partie d'Erasmus+. Actuellement, il y a 582 000, ça c'est les chiffres d'hier soir, enseignants européens qui sont sur le dispositif eTwinning. Comme son nom l'indique, c'est un dispositif de parrainage, de projets portés par des enseignants, entre des classes, des enseignants, des élèves. 500, vous allez me dire, 500 000 enseignants, ça fait beaucoup. Par rapport au nombre d'enseignants total, ça veut dire en gros 10% des enseignants européens travaillent déjà avec d'autres enseignants européens. Et ça, c'est un aspect extrêmement positif, qui n'est pas simplement un échange linguistique, qui n'est pas simplement un substrat de projet, mais qui est de pouvoir échanger, de partager, y compris des faits. C'est toujours très intéressant de regarder les projets eTwinning, parce que ça peut être un projet, par exemple, scientifique. En bon scientifique, je gardais l'expertise sur à peu près ce que je connais sur ma matière, mais les gens autour d'un projet scientifique, qui peut être un projet spatial, j'en fournirai un exemple tout à l'heure, vont parler aussi de leur culture, des échanges, de leurs points respectifs, de la manière dont ils étudient en classe, etc., ce qui crée de facto un sentiment d'appartenance européen qui est aussi quelque chose, pour aller le chercher, positif, extrêmement important. En France, il y a à peu près un peu plus de 44 000 enseignants inscrits sur eTwinning, ce qui est relativement faible encore par rapport, mais cette dynamique n'arrête pas d'évoluer, et plein d'enseignants s'en servent dans tous les domaines. A priori, eTwinning, on dirait plutôt un outil de conversation linguistique, mais depuis, l'ensemble des disciplines s'en emparent pour faire des projets à ambition européenne, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. eTwinning est géré par une structure d'appui financée par les différents ministères et en appui avec la Commission qui s'appelle European Schoolnet. Et European Schoolnet développe aussi, et ça c'est pas la notion d'expertise, mais c'est la notion plutôt de prospective, fait des recherches sur, par exemple, qu'est-ce que sera la classe du futur, ce qui, avec l'émergence du numérique, est une vraie question. Est-ce qu'on garde nos classes telles qu'elles sont organisées, avec leurs limites et leurs avantages, avec des 4 murs inamovibles, matériel souvent bien vissé au sol, ce qui, dans le domaine scientifique, des fois nous pose des problèmes d'organisation pédagogique. Mais est-ce qu'on peut imaginer, on voit émerger dans ces projets de recherche dans lesquels des établissements ont été impliqués, des enseignants, c'est quelque chose qui vraiment nourrit l'expertise de chacun, des classes très, très surprenantes, des fois y compris dans les ensembles européens, où vous avez les élèves qui sont tous allongés par terre avec une tablette, allant faire dans un coin de la vidéo, une expérience, etc. Alors c'est vrai qu'on se dit, oh là là, dans l'ensemble français par exemple, ça peut paraître des fois un peu bouleversant, mais on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place avec plus ou moins de rapidité, parce qu'après le contexte socioculturel des pays se met en place. Et puis l'intérêt, c'est que des fois on peut tester aussi des travaux communs et faire connaître des réussites européennes. Et il se trouve que le CNES va bientôt faire à Marcyr, puisque ce sera un atterrisseur martien, la mission InSight, en novembre 2017. 18, pardon, excusez-moi, c'est parce qu'elle était prévue en 2017 que j'ai fourché. C'est un atterrisseur martien qui va déterminer la structure interne de la planète Terre, ça c'est notre dada. C'est un projet à la fois américano-européen, mais la France a été chargée, les enseignants français, c'est eux qui ont fait ce qu'on appelle l'outreach pédagogique, c'est-à-dire en fait la vulgarisation pédagogique vers le monde enseignant, ce qui est déjà très bien, c'est-à-dire qu'une mission scientifique puisse aller vers le scolaire après en développement. Et on s'est appuyé sur le dispositif Scientix, qui lui aussi est financé par la Commission européenne, pour l'ouvrir à l'ensemble des Européens. C'est-à-dire qu'on a un projet qui est plutôt
français et américain a été ouvert à l'ensemble de l'Europe pour pouvoir partager. Il y a beaucoup de, comme ça te parle un peu de sismique, tous les pays notamment qui ont des risques sismiques, je pense à la Grèce, à la Turquie, aux pays du Caucase qui sont associés à un certain nombre de choses, sont naturellement venus, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui a un effet heuristique extrêmement important, c'est-à-dire que d'une base nationale, vous avez un développement local et un travail coopératif qui se fera entre les différents. Donc, finalement, pour conclure très rapidement, du point de vue éducatif, cet aspect, il y a un aspect quand même relativement une dynamique très positive qui reste dans l'ensemble de l'Europe vers les pays, mais des pays européens vers l'Europe, avec des fois tout n'est pas toujours un long chemin de rose. On voit de temps en temps, et c'est très net par exemple dans eTwinning, qu'on aurait pu prévoir quasiment le Brexit en regardant le moindre de participation des anglo-saxons à eTwinning. L'Allemagne pose un autre problème, comme son système éducatif est lié au Länder, on n'a pas toujours des dynamiques nationales qui sont profitables et qui peuvent avancer. Mais globalement, on a quand même des effets très positifs et je pense que l'objet éducatif est quand même quelque chose que l'Europe peut porter comme une partie de son expertise et une partie de son rayonnement mondial. Merci beaucoup. Alors, normalement, on devait terminer à 16h, mais comme on a démarré en retard, je pense qu'on a encore quelques minutes quand même pour poser quelques questions de la salle, mais je poserai peut-être la première, et notamment je me tourne vers Philippe Aghion, parce que ce qu'on a entendu est vraiment intéressant, ça montre qu'il y a des choses positives qui se font, et notamment le spatial, ce que vous avez dit aussi dans l'éducation, donc les projets concrets en Europe, il y en a déjà, sauf que si on suit le projet de Philippe Aghion, en gros, vous proposez de faire un grand saut. Alors, qu'est-ce qui fait que ce grand saut pourrait être fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous... Et l'autre question, c'est par rapport aux avancées institutionnelles que certains portent, et notamment le président Macron. Est-ce que ça veut dire, si on vous suit, que ce n'est pas la peine de se bagarrer pour ça, ce n'est pas la peine de se bagarrer pour un budget européen? Ce qu'il faut, c'est des choses concrètes, comme vous les avez exposées? Je crois qu'il faut différentes choses. Je crois qu'il faut mener plusieurs combats. Mais c'est vrai que, vous savez, c'est comme en recherche. En recherche, on essaye plusieurs choses, et puis il y a des fois, on n'arrive pas à passer là, et on passe là, quoi. Et on essaye plusieurs choses, quoi. Voilà, on diversifie son portefeuille, et on tente plusieurs choses. C'est pas qu'il faut tenter celle-là au détriment des autres. Mais l'opportunité, c'est que les Allemands, les projets, ils ont envie, et la défense, ils ont envie. Et là, il y a... et c'est nouveau, ça, voilà. Et ils sont partants avec nous pour faire des choses. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Voilà. Et l'idée, c'est que peut-être on peut passer par ce biais-là pour faire des projets, pousser des projets qui sont à suffisamment grande échelle qu'ils impliquent des changements de gouvernance. Les Allemands vont venir à la gouvernance par le projet. Voilà. C'est nouveau comme approche. Ça n'empêche pas que les autres choses sont utiles, mais les grands discours, c'est très bien. Moi, j'adore le discours de la Sorbonne. Je peux l'écouter comme une symphonie de Beethoven indéfiniment. Mais à un moment donné, ça fait pas forcément... C'est pas la seule chose qui fait avancer le schmilblick. Voilà. Des fois, peut-être que ça peut être aussi une voie novatrice pour avancer. Voilà. J'aimerais bien savoir si Agnès Bedoya partage cet optimisme. Est-ce que c'est effectivement par des projets concrets, et notamment avec les Allemands? Est-ce que vous sentez les Allemands plus ouverts là-dessus? Moi, d'abord, je suis très contente qu'il y ait des exemples très positifs. Ensuite, j'aimerais aussi vraiment peut-être faire comprendre que précisément, l'Europe n'est pas ce carcan parfois figé qui est décrit, et que l'Europe sait aussi faire preuve parfois de solutions innovantes et justement contourner ces obstacles parfois de ces votes à l'unanimité, d'un budget européen réduit, etc. Enfin limité. Et par exemple, quand le président actuel, c'est pas parce que c'est mon président, mais c'est vrai que je l'aime bien, le président Juncker, mais quand il est arrivé à la Commission, il s'est dit il faut absolument accroître l'investissement en Europe. Et il y a un plan qui a surtout porté son nom finalement, le plan Juncker. Et l'idée, c'était quoi? C'était de faire avec un petit peu d'argent du budget européen, en fait, de l'utiliser, je crois que c'est une quinzaine de milliards, de l'utiliser comme garantie pour ensuite que les banques puissent prêter en ayant une garantie en cas de risque, en cas de défaut de paiement des porteurs de projets, etc., et que finalement les banques puissent quand même accepter de prêter. Et donc le budget européen n'est utilisé qu'en garantie.
quand il a lancé cela, il avait l'objectif d'arriver à, je ne sais plus les chiffres, mais aujourd'hui, enfin je crois que c'était 500 milliards d'euros d'ici 2020, on est déjà à 300 milliards d'euros d'investissement, ça a été lancé il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Donc c'est pour dire qu'effectivement, ça fait un moment que l'Europe essaye de mettre en place des solutions inventives qui s'échappent un peu des carcans, parce que sinon, effectivement, on n'avancerait pas beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? On prend les micros, des volontaires. Non, pas de questions? Vous êtes fatigués? C'est ça, c'était dur, 2 jours. Bon, alors j'en pose une dernière, alors peut-être, et puis après... On passe à autre chose. Non, moi, ce qui m'intéresse pour connecter au sujet mondialisation, c'est la réaction de l'Europe, notamment dans la guerre commerciale. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de doutes en se disant est-ce que l'Europe va réagir de façon unie? Parce qu'il y a beaucoup de pays très axés libre-échange qui peut-être ne voulaient pas réagir face à l'Allemagne. On a eu le sentiment qu'on était quand même relativement unis. Est-ce que vous confirmez ce sentiment? Est-ce que finalement la réaction à Trump de l'Europe dans la guerre commerciale, ça montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Mais enfin oui, effectivement, ça a été aussi très très bien décrit tout à l'heure par François Villeroy de Galhau. Il y a eu effectivement, enfin, et grâce au fait que la politique commerciale, c'est une compétence effectivement européenne de la Commission. Donc il y a de fait une unanimité. Il y a des règles qui sont mises en place. Donc à partir du moment où les États-Unis menacent ou même ont augmenté certains droits de douane, ce qui était contraire aux règles de l'OMC, l'Union européenne peut directement, et n'a pas besoin de l'accord de tous les États membres, elle-même rétorquer. Et donc c'est bien cette menace qui a été mise en place et qui a permis aussi à la négociation de progresser. Donc effectivement, enfin, on voit bien que sur la politique commerciale, le fait qu'il y ait une compétence exclusive européenne, ça marche. Effectivement, les Allemands ont eu particulièrement peur des menaces européennes sur les voitures et ont beaucoup poussé pour qu'il y ait effectivement une action de la Commission avec les États-Unis. Mais cette action, elle s'est faite sur la base du droit européen, du droit international et rapidement parce que les règles sont en place. Je vais juste dire un truc sur le multilatéralisme. Je vais dire un truc peut-être qui va choquer sur le multilatéralisme. Donc je suis évidemment tout à fait opposé à ce que fait Trump. Ceci dit, je crois qu'a été posée une question quand même. C'est que dans la façon dont l'Organisation mondiale du commerce a fonctionné avec la Chine, c'est vrai que la Chine a subventionné ses industries de manière excessive. C'est clair. Donc il y a certainement... Il faut réformer disons ça, quoi. Voilà. Il y a des choses à réparer. Je crois que Trump est politiquement erroné, mais les motivations n'étaient pas totalement infondées. Et je crois que simplement dire on reste comme on est, ça c'est pas possible. Il faut réformer le multilatéralisme. La réponse à Trump, c'est pas de dire status quo versus Trump, c'est de dire nous, on est conscient qu'il y a des faiblesses dans les structures multilatérales, notamment le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a des problèmes que les Chinois subventionnaient trop l'industrie, peut-être que d'autres pays aussi ont subventionné trop les nôtres, et tout ça doit être vu pour améliorer le cadre multilatéral. Je crois que d'un mal doit sortir un bien, quoi. C'est pas simplement dire nous on reste conservateurs et simplement on tient bon et on ne change pas. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose très vite alors, parce que je crois qu'ils sont fatigués. Simplement pour vous dire, parce que ça peut être utile pour les enseignants. Nous avons mis en place depuis en fait l'année dernière, au moment de la campagne présidentielle où beaucoup d'horreurs ont été dites sur l'Europe, on a mis en place un site internet qui s'appelle les décodeurs de l'Europe. Voilà, on a des publications aussi. Et donc il y a tout un tas de thèmes qui sont abordés. Vous pouvez aller regarder. Si vous tapez décodeur UE, vous trouverez sur Google le site de la Commission européenne avec vraiment tout un tas de sujets bien décodés. Voilà. Merci alors pour ce vent d'euro-optimisme. On espère que vous aurez raison et que les projets vont se concrétiser. Et merci de votre attention.